Dans l'histoire du Troisième Reich, il y a beaucoup de mystères, mais l'un d'eux semble particulièrement étrange. Presque tous les dirigeants de l'Allemagne nazie ont comparu devant le tribunal de Nuremberg. Leurs noms sont devenus des symboles de crimes contre l'humanité. Mais personne n'a été placé sur le banc des accusés qui aurait dirigé la structure la plus terrifiante de la police nazie, la Gestapo. Heinrich Müller, surnommé par ses contemporains le chef aux yeux morts, pour son regard froid et dépourvu d'émotion, semblait s'être évaporé dans l'air. Il n'a même pas été jugé par contumace. Son dossier n'a pas été examiné du tout. Où pouvait bien être cet homme que l'on craignait plus que les SS eux-mêmes ? Au printemps de 1945, parmi les ruines de Berlin, un corps en uniforme de l'SS a été retrouvé. Dans la poche de la tenue se trouvaient des documents à son nom. Müller et ses insignes et décorations confirmaient son haut rang. Le corps a été enterré dans un cimetière de Berlin, avec une plaque de marbre portant son nom et ses dates de vie. Aucune famille n'a été autorisée à l'identifier. On leur a simplement dit que Müller était mort. Mais près de 20 ans plus tard, en 1963, les autorités berlinoises décidèrent de procéder à une exhumation. L'expertise bouleversa l'opinion publique. Dans la tombe reposaient les restes de 6 personnes différentes. Le crâne ne correspondait ni en âge ni en taille aux données de Müller. D'autres os ne s'ajustaient pas non plus. La conclusion des experts fut sans appel. Le corps d'Heinrich Müller ne se trouvait pas dans cette tombe. L'un des experts fit même une plaisanterie amère, disant que ce n'était pas une tombe, mais une véritable collection d'os. À partir de ce moment, il fut officiellement reconnu comme étant non pas mort, mais en fuite, un criminel en cavale. Un mandat d'arrêt fut de nouveau émis contre lui et son nom figura pendant des décennies sur la liste des nazis les plus recherchés. La question principale se pose. Comment le chef tout-puissant de la Gestapo a-t-il pu disparaître sans laisser de traces ? Et à qui profitait sa disparition ? Chers spectateurs, avant de continuer, j'ai une demande à vous faire. Soutenez cette enquête avec un like et un abonnement. Cela nous aide à réaliser de nouveaux films historiques et à raconter la vérité sans déformation. Nous voulons mieux connaître notre audience, alors n'hésitez pas à indiquer dans les commentaires votre âge et à nous dire ce que vous faites dans la vie. Un grand merci pour votre soutien. Heinrich Müller est né le 28 avril 1900 dans une famille catholique en Bavière. Sa jeunesse a coïncidé avec la Première Guerre mondiale. Très jeune, il s'est retrouvé sur le front en tant qu'observateur aérien. Pour sa participation au combat, il a reçu la Croix de Fer, une récompense qui est devenue pour lui un symbole de discipline et de droiture militaire. Après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne se retrouva dans le chaos. À Munich, des révoltes communistes éclataient et Müller s'engagea dans la police. Il participa à la répression brutale des insurgés et c'est à cette époque qu'une haine profonde envers les communistes se forma en lui. Cette expérience devint le point de départ de sa carrière ultérieure. Contrairement à de nombreux collègues, Müller n'était pas un nazi idéologique. Il ne se distinguait jamais par des discours enflammés et ne cherchait pas à faire de la politique. Mais c'est précisément cela qui faisait de lui un agent précieux. Il ne voyait dans son travail que le service, l'ordre et l'obéissance. Dans les années 30, grâce à ses relations et à sa réputation, il se retrouva dans les rangs des SS, puis à la Gestapo. Là, il a rapidement été repéré par Heinrich Himmler et Reinhard Heydrich. Ils appréciaient chez Müller une rare combinaison de qualités, un esprit froid, une attention aux détails et une indifférence totale à la souffrance humaine. Ses subordonnés l'appelaient Müller Archive, parce qu'il se souvenait étonnamment précisément des faits et des circonstances, comme s'il détenait toute une fiche dans sa tête. On disait qu'il pouvait citer par cœur les dépositions des arrestés pendant des heures, sans jamais avoir de papier devant lui. À cela s'ajoutait son apparence, une tenue impeccablement repassée, des mouvements assurés, de coûteux cigares lors des pauses entre les réunions. Cet homme donnait l'impression, non pas d'un fanatique, mais d'un bureaucrate impitoyable, pour qui les ordres étaient plus importants que tout. En 1939, Heinrich Müller devient officiellement le chef de la Gestapo, la police secrète d'État. À partir de ce moment,
Il devient l'une des figures les plus influentes du régime nazi, bien qu'il préfère rester dans l'ombre. Son pouvoir était colossal. Il contrôlait la surveillance de la population, la police politique, le contre-espionnage et l'organisation des répressions contre tous ceux que le régime considérait comme des ennemis. Müller n'aimait pas les gestes spectaculaires. Il travaillait méthodiquement comme un comptable froid du terrorisme. C'est lui qui supervisa l'opération pour éliminer les Sturmabteilung d'Erdström lors de ce que l'on a appelé la nuit des longs couteaux. Sous son contrôle, un vaste réseau d'agents et d'informateurs fut créé, comprenant l'écoute téléphonique, des appartements secrets pour la surveillance. Son style de travail était simple, silence complet et attention à chaque petit détail. On disait que Müller ne levait presque jamais la voix, mais son ton calme et froid faisait bien plus peur que n'importe quel cri. Il aimait les échecs et comparait souvent les opérations à des parties où chaque coup était prévu à l'avance. Une de ses idées a particulièrement acquis une renommée, le bordel Kitty à Berlin. Là-bas, les femmes étaient équipées de dispositifs discrets pour enregistrer les conversations, afin d'obtenir des informations auprès d'officiers de haut rang, de diplomates et d'industriels. Son bureau, situé rue Prinz-Albrecht-Straße à Berlin, a rapidement acquis une réputation sombre. On l'appelait « la pièce d'où l'on ne revient pas ». Les personnes convoquées pour interrogatoire y disparaissaient souvent sans laisser de traces. À l'intérieur du Reich, Müller était craint même plus que les SS ou les agents du SD. Il était devenu les yeux et les oreilles d'Hitler lui-même. Un homme qui savait trop et savait garder cette connaissance derrière une expression de pierre. Mais comment ce cardinal gris du Troisième Reich s'est-il retrouvé témoin des derniers jours du Troisième Reich dans le bunker d'Hitler ? Le printemps de l'année 1945. Berlin est transformé en ruine. Les rues sont encombrées de pierres et de métal et les troupes soviétiques resserrent leur cercle autour du centre-ville. En ces jours, Heinrich Müller continue d'apparaître dans le bunker souterrain d'Adolf Hitler. Selon les témoins, il aurait été vu là jusqu'au 29 avril. Assis à une grande table avec des cartes, il était à côté de Martin Bormann et de Joseph Goebbels, discutant des dernières mesures militaires. Les officiers se souvenaient de ces mots. « Nous ne capitulons pas devant les bolcheviks ». Ceux qui l'ont entendu disaient qu'il l'avait dit à voix basse, presque en chuchotant. Et cela a rendu la phrase encore plus effrayante. Elle montrait que Müller n'envisageait pas la capitulation. Mais ce qui s'est passé ensuite reste vraiment un mystère pour les historiens. Son nom disparaît complètement des documents et il semble se dissoudre dans le chaos des derniers combats. Certains affirmaient qu'il était mort dans les souterrains du Reichskanzlei. D'autres étaient convaincus que Müller avait réussi à s'enfuir de Berlin. La seconde version était soutenue par des détails intéressants. Dans le bunker, circulaient des rumeurs selon lesquelles il aurait toujours eu sur lui plusieurs passeports falsifiés à différents noms. Et aussi une petite valise que ses subordonnés appelaient l'archive noire. Elle contenait des dossiers compromettants sur des dizaines de politiciens et de militaires, alliés comme ennemis de l'Allemagne. Une telle valise aurait pu être un laissez-passer vers une nouvelle vie si l'on choisissait le bon moment pour s'enfuir. Acronyme. L'été de l'année 1945 a apporté à l'Europe un silence tant attendu, mais avec lui sont apparues de nouvelles questions. L'une d'elles était particulièrement aiguë. Qu'est-il advenu du chef de la Gestapo, Heinrich Müller ? Sa mort n'est pas prouvée, la tombe est vide et le corps n'a pas été retrouvé. Et alors une autre question est devenue centrale. À qui aurait pu servir cette personne vivante ? Car il n'était pas simplement un officier SS, il était le gardien des secrets d'un empire entier. L'Union soviétique voyait en Müller une source d'informations précieuse. Il connaissait la structure de la Gestapo dans ses moindres détails, détenait des informations sur le réseau d'agents en Europe, pouvait nommer les noms des informateurs et des alliés secrets à l'Ouest. Pour Moscou, c'était une arme bien plus puissante que n'importe quel char. Les Américains voyaient Müller sous un autre angle. Il pouvait révéler les contacts du Reich avec de grands industriels et banquiers aux États-Unis et en Europe.
Ces liens restaient un sujet très sensible. Trop de figures influentes, dans les années 30, avaient des affaires avec l'Allemagne. Plus tard, Israël rejoint la chasse à Müller. Pour le futur Mossad, son nom signifiait une seule chose, l'Holocauste. Müller dirigeait l'appareil de terreur. Les camps de la mort étaient sous son contrôle et il connaissait tous les mécanismes de la destruction de millions de personnes. Pour le renseignement israélien, sa capture pouvait devenir une affaire d'honneur. Il n'est pas surprenant que des rumeurs aient circulé autour de Müller. Certains affirmaient qu'à la fin de la guerre, il menait secrètement des négociations avec des officiers américains, proposant ses connaissances en échange de sauvetage. D'autres assurent l'avoir vu à Moscou, dans un bâtiment sur la Loubianka, après la victoire. Mais aucune preuve n'a été trouvée pour étayer ces histoires. Et pourtant, des questions demeuraient. Si Müller a réellement survécu en mai 1945, qui l'a aidé à disparaître et à quel prix aurait-il pu échanger ses secrets? L'histoire de la disparition d'Heinrich Müller semble avoir été créée pour alimenter des rumeurs et des légendes. À la mi-mai de l'année 45, dans les ruines de Berlin, on trouve un corps en forme d'officier SS. Sur la poitrine, des ordres de décoration, dans la poche, une carte d'identité de chef de la Gestapo. Tout semblait trop parfait, trop soigné. Comme si quelqu'un avait pris soin à l'avance de faire en sorte que l'enquête ne soulève pas de questions inutiles. Les proches n'ont pas été autorisés à l'identifier. On leur a simplement dit « le corps a été enterré » et une plaque de marbre avec les dates de naissance et de décès a été posée sur la tombe. Mais plus il y avait de petits détails, plus la sensation de falsification s'intensifiait. Dans les années 60, le parquet de Berlin a finalement décidé d'exhumer. Le résultat a choqué même les sceptiques les plus prudents. Dans la tombe se trouvaient les ossements de 6 personnes différentes qui n'appartenaient même pas au même sexe ni à la même tranche d'âge. Le crâne, les os des bras et des jambes ne correspondaient ni aux données anatomiques de Müller, ni entre eux. L'expertise a conclu sans appel, l'inhumation était fictive. Le corps d'Heinrich Müller n'y avait jamais été enterré. C'est après cela que le véritable défilé de mythes a commencé. Au Chili, on racontait l'histoire d'un fermier étonnamment ressemblant à l'ancien chef de la Gestapo. Au Paraguay, circulaient des rumeurs sur un Allemand aux yeux d'acier que les habitants locaux rencontraient. Aux États-Unis, les journalistes écrivaient que dans les archives de la CIA, il existait des dossiers classifiés à son nom et qu'aucun chercheur n'y avait encore accès. En URSS, on disait que Müller était un prisonnier secret de Loubianka et qu'il partageait les secrets de la Gestapo avec des officiers soviétiques. Chaque nouvelle rumeur alimentait l'intérêt. Certains affirmaient que Müller avait réussi à échanger ses archives noires contre la liberté et la protection d'un des services secrets. D'autres pensaient qu'il avait été aidé par des alliés influents parmi ceux qui ne voulaient pas que son dossier devienne la propriété du tribunal. Avec le temps, les légendes ne faisaient que se multiplier. La disparition de Müller est devenue l'un des mystères les plus sombres du XXe siècle. Mais si son corps ne se trouvait pas dans la tombe berlinoise, où a-t-il passé ces dernières années ? Et qui l'a aidé à disparaître au point que même les meilleures agences de renseignement du monde n'ont pas pu retrouver sa trace ? La version la plus simple est la suivante. Heinrich Müller est mort dans un bunker avec les collaborateurs de Hitler. Pour beaucoup, cette explication était pratique. Tout semblait logique. La fin de la guerre, les derniers jours du Reich, des dizaines d'officiers morts là-bas. Mais il n'existe aucun document confirmant la mort de Müller, et personne n'a retrouvé son corps. Par conséquent, cette version ressemble plus à une tentative de fermer une question gênante qu'à un fait réel. Acronyme. La deuxième version a été nommée empreinte soviétique. On pensait que Müller pourrait se trouver à Moscou. Une partie de la presse allemande en a parlé, insinuant des transports secrets de prisonniers de guerre et d'officiers SS arrêtés. La version est également soutenue par des rumeurs selon lesquelles un général allemand particulièrement précieux serait détenu à Loubianka.
mais aucun archive du KGB ne confirme la présence de Müller en URSS. De plus, de nombreux historiens soulignent que sa connaissance des secrets de la Gestapo était si dangereuse que la direction soviétique aurait probablement refusé de lui permettre de vivre tranquillement et paisiblement. Acronyme, la troisième version concerne les États-Unis. Certains historiens pensent que les Américains pourraient avoir caché Müller pour ses connaissances. Il aurait pu leur donner accès à un réseau d'agents, aux secrets du Reich, à des dossiers sur des industriels et des banquiers ayant collaboré avec l'Allemagne. Ces soupçons sont alimentés par le fait que dans les archives de la CIA, il existe effectivement des dossiers portant le nom Müller, qui restent encore classifiés. La quatrième version nous emmène en Amérique latine. En Argentine et au Chili, des témoins affirmaient avoir rencontré une personne étonnamment ressemblante au chef de la Gestapo. Dans les années 70, les chasseurs de nazis recevaient des dizaines de signalements. Müller vit sous un faux nom. Mais tous ces fils se sont brisés. Aucune photo, aucun document, aucun témoin fiable n'a été trouvé. Chacune de ces versions a ses faiblesses, mais ensemble, elles ont transformé la disparition de Müller en une légende parfaite. Pourquoi le mythe s'est-il avéré beaucoup plus solide que les faits ? Peut-être parce que la vérité était trop gênante, tant pour l'URSS que pour les États-Unis, que pour l'Europe. Heinrich Müller est entré dans l'histoire comme l'une des personnes les plus terrifiantes du Troisième Reich. Froid, calculateur, avec un regard impitoyable, il a été surnommé « l'homme aux yeux morts ». Il était le gardien des secrets de la Gestapo, connaissait la structure de son réseau, d'agents, les négociations secrètes, les crimes commis sous le sceau du top secret. C'est pourquoi sa disparition a été un choc. Sur le banc des accusés se trouvaient tous les principaux criminels du Troisième Reich, mais personne ne savait plus que lui. Aujourd'hui, après des décennies, nous n'avons toujours pas de réponse définitive à la question de ce qu'il est advenu du chef de la Gestapo. Certains sont convaincus qu'il est mort en mai 1945 dans les ruines de Berlin. D'autres sont persuadés qu'il a réussi à s'enfuir et a vécu jusqu'à la vieillesse sous un faux nom en Amérique latine. D'autres encore soupçonnent la participation des services de renseignement des grandes puissances, qui auraient pu exploiter ses connaissances. Mais il n'existe toujours aucune preuve. Il ne reste que des légendes, des rumeurs et des fragments de documents qui soulèvent encore plus de questions que de réponses. Et peut-être que c'est précisément là la force de cette histoire. Müller a disparu, mais le mythe à son sujet continue de vivre. Il est devenu le symbole du fait que même les figures les plus puissantes peuvent se dissoudre dans l'ombre, ne laissant derrière elles que la peur, des rumeurs et des affaires non résolues. Le fait est un fait. Le principal porteur des secrets de la Gestapo n'a pas été retrouvé, n'a pas été condamné et n'a subi aucune punition. Et cela transforme sa figure en l'une des énigmes les plus sombres du XXe siècle. Que pensez-vous de la disparition d'Heinrich Müller ? Croyez-vous à sa mort à Berlin ou pensez-vous qu'il a réussi à s'enfuir et a vécu une longue vie sous un faux nom ? Partagez votre avis dans les commentaires. Cela nous aidera à trouver la vérité ensemble. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos nouvelles enquêtes sur la Seconde Guerre mondiale. Et si vous souhaitez continuer à explorer dès maintenant, regardez nos autres vidéos sur les mystères et les secrets de cette période énigmatique. L'histoire ne semble que terminée. En réalité, elle est pleine de questions. Un grand merci pour votre visionnage et à bientôt.